Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. On continue sur les petits épisodes Tour de France. Cet épisode-ci, je pense, va être assez rapide. On va parler du débrief des 3 dernières étapes, c'est-à-dire les étapes depuis l'étape de Foix jusqu'à l'étape du Tourmalet. Et ensuite, on parlera des 3 étapes à venir, donc vendredi, samedi, dimanche. Étapes qui arrivent respectivement à Bordeaux, à Bergerac et à Ussel. Donc on va d'abord revenir sur les étapes précédentes et puis on fera la preview des étapes à venir. Comment dire? Quel est mon sentiment après ces 6 premiers jours de Tour de France? Alors, j'ai été pris par pas mal de choses, côté perso, côté pro. J'ai pas trop vibré sur ce Tour de France, hein. Je sais pas si c'est parce que je me suis pas assez impliqué. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué, mais bon, on va déjà débriefer les 3 étapes qui viennent de se passer. Donc l'étape de Foix, Carcassonne à Foix, on savait que le profil était un peu, accidenté, pas trop dur non plus. On hésitait un peu sur le scénario. On se disait quand même en preview que ça serait plutôt une course contrôlée par Lidl Trek. On se posait la question de savoir est-ce qu'ils allaient contrôler dans le peloton ou alors plutôt contrôler dans l'échappée. Finalement, c'est la deuxième solution qui a été choisie et on a eu donc une échappée qui est sortie finalement pour cette étape de foie avec pas moins de 3 Lidl Trek qui étaient tous très très forts, hein. Quinn Simmons, Matthias Vacek et puis Mats Pedersen. Mats Pedersen qui s'est donc imposé à foie franchement assez facilement. Il n'y a rien à dire, il y avait un groupe d'échappés qui était très nombreux, je crois qu'ils étaient une trentaine à peu près. On avait des Français dedans, et cetera. Et le premier truc à dire quand même, c'est que le maillot jaune a changé parce que l'échappée a pu prendre suffisamment d'avance. Au début, Nils Politt a pas voulu laisser partir, mais bon, à un moment, ils ont un peu laissé filer, donc l'échappée a pris 8 minutes d'avance, si je dis pas de bêtises, même non, 14 minutes, 13 minutes d'avance, pardon, à l'arrivée. Et dans cette échappée, on avait des gars qui étaient à 5 minutes au classement général, en la personne de Sean Quinn, mais surtout de Thorsten Trein, le néerlandais, pardon, le coureur norvégien de la Uno X Mobility. Et on a eu donc un groupe qui s'est un peu joué à la victoire. Il y en avait 10 qui étaient plus forts, qui se sont échappés dans la dernière montée. Et dans les 10 plus forts, il y avait 3 Lidl Trek qui étaient peut-être les 3 plus forts de l'échappée. Peut-être que Mats Pedersen n'était pas le plus fort, mais c'était celui qui allait le plus vite au sprint. Et par contre, ça se voyait très clairement que Quinn Simmons et Matthias Vacek caressaient la pédale. En phase 2, on avait un petit duo de la Movistar qui essaie d'attaquer dans le final. On peut rien leur enlever. Raúl Garcia Pierna et Pablo Castrito, ils ont tout tenté pour essayer de sortir et éviter de se battre au sprint contre Mats Pedersen, ce qui était plutôt une bonne idée. Mais ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait 2 chiens de garde qui étaient beaucoup trop forts. Alors que les autres coureurs qui étaient dans le groupe final là, ne se sont pas trop aventurés à une des sorties avant le final. Ils se sont tous dit: «On va taper Mats Pedersen au sprint», ou alors ils étaient résignés parce qu'ils voyaient la force de la Lidl Trek. Je pense que c'est plutôt cette solution-ci et donc on avait Marco Frigo, Ramsès De Bruyne. Ramsès De Bruyne, j'en avais parlé en preview, mais attention à ce coureur-là, il est vraiment très fort. Moi, je l'adore ce gars-là. Kevin Vauquelin qui était dans ce groupe. Bon, bah, malheureusement Kevin, cette année sur le Tour de France, on voit qu'il a pas son niveau de l'an dernier, ni d'il y a 2 ans. On verra s'il est capable d'aller chercher une victoire d'étape. Mais franchement, on fera un petit bilan. J'ai l'impression qu'il y aura pas d'étape pour les coureurs moyens, hein, cette année sur le Tour de France. Donc je doute que Kevin soit capable d'aller chercher une victoire d'étape. Et puis il y avait aussi dans ce groupe-là, donc je le disais, Sean Quinn et puis Thorsten Tran. Heu, Côté français, on est un peu déçus parce que dans le groupe de l'échappée, il y avait des gars qui étaient potentiellement là pour jouer de la victoire d'étape aussi, comme Romain Grégoire ou Ewen Kosciu. Le duo de la groupe FDJ, ils ont pas réussi à choper le bon groupe. Romain Grégoire, distancé dans la montée, franchement, c'était un petit peu décevant parce qu'il avait fait un beau début de Tour de France. Il semblait très en forme sur les championnats de France. Et bah, malheureusement, il était pas au niveau Romain Grégoire sur cette échappée-ci. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser de cette étape parce que, c'était une étape décousue, c'était peut-être l'étape la plus intéressante depuis le début du Tour de France, on va pas se mentir. Mais malheureusement, c'est encore une étape qui a été contrôlée par les très grosses formations et où en fait le scénario est à peu près écrit d'avance, hein. On se demandait où Pedersen allait basculer dans la difficulté et il a basculé à quasiment rien de la tête et donc ses coéquipiers l'ont ramené. Et une fois que c'était le cas, franchement, bah, c'était difficile d'envisager un autre scénario. Et pourtant, c'est des coureurs que j'adore. Mats Pedersen, je suis fan absolu. J'aime bien Quinn Simmons, j'aime bien Matthias Vacek. Et pourtant, j'étais un peu quand même malgré tout déçu de dire bah ouais, mais là, c'est déjà plié avant même que ça soit couru. Et donc, bah voilà, Mats Pedersen qui va chercher une victoire, qui va faire une très belle opération au classement du maillot vert et qui d'ailleurs depuis est vraiment le grand favori à ce classement du maillot vert. On a vu qu'il a fait aussi des efforts pardon, dans les étapes précédentes. Mais voilà pour ce classement du maillot vert. Étape numéro 5, l'étape qui allait arriver à Pau. On s'en doutait, ça serait le premier sprint massif. On n'a pas eu d'échappée, à l'exception de Baptiste Weistrofer, toujours là.
Il est parfait ce gars pour, animer un peu la course à l'avant, sinon pas d'échappée parce que, c'est la nouvelle ère sur le Tour de France, voilà. On a voulu inviter, la Cara Rural plutôt que les Unibet Rose Rockets. Non, je rigole parce qu'en vrai, je pense que dans tous les cas, il y aurait personne qui serait allé. C'est un peu dommage, hein, de pas avoir d'échappée, mais bon, on peut pas trop en vouloir aux coureurs, surtout après un Tour de France au début très compliqué, des chaleurs vraiment excessives et finalement donc on a eu ce sprint final. Pas grand-chose à dire à part cette chute à 5 kilomètres de l'arrivée, 5,5 là, qui a mis à terre quelques coureurs. On pense notamment à Alex Molnar qui n'a pas abandonné, mais qui n'est pas parti le lendemain. Et voilà donc un sprint, qui était décousu avec cette chute avant. On n'avait pas trop nos trains de sprinters à part pour la Astana. Astana qui était avec 4 coureurs, je crois, à l'avant, ils étaient super bien placés. Et Max Canter prend la deuxième place, donc ça récompense le travail de cette équipe Astana. Mais le plus fort, c'était Olaf Koy, qui était bien placé dans la roue de Max Canter. Ceux qui étaient très forts aussi, c'était Tim Merlier et Jasper Philipsen, sauf que eux, ils étaient vraiment mal placés. Et ça n'a pas suffi pour aller chercher les places de devant. Donc Tim Merlier fait 3, Philipsen fait 5, Binyam Girmay, pas vraiment aérien, qui fait 6e, Mats Pedersen 7, ça c'est important pour le classement du maillot vert. Tout comme Anthony Turgis 9, c'est important pour le classement du maillot vert parce qu'on sait qu'Anthony fait toujours des placettes à chaque fois. Et à noter quand même que Hub Hartz fait 4e position. Donc c'est marrant parce que Hub Hartz, on le connaissait pas trop avant cette étape-là. Là, on se dit, ah tiens, il y a un gars de la Lotto qui a fait 4e, on sait pas trop qui c'est, Hub Hartz. Et le lendemain, on en a parlé pas mal sur l'échappée. J'y reviendrai juste après, mais donc super victoire de Lavkoy, qui était fort. Franchement, Lavkoy, c'est un coureur qui revient de loin. Moi, je suis très heureux pour lui, surtout que j'aime bien aussi la Décathlon CMA CGM. Et surtout, ça valide le choix de la direction sportive de la Décathlon d'être allé chercher Olaf Koy pour ce Tour de France. C'était vraiment pas garanti au début, et bah, avec une victoire d'étape, en fait, c'est déjà un contrat qui est rempli. Surtout que je pense que ça sera très compliqué pour Paul Sexas d'aller chercher une victoire d'étape. Donc c'est bien qu'Olaf Koy l'ait fait. Il y a peut-être d'autres coureurs dans l'effectif qui auront peut-être plus leur chance sur les étapes de baroudage. En revanche, je pense que c'est que ça sera compliqué. Donc voilà, c'est validé du côté de la Décathlon CMA CGM. Je pense que Tim Merlier peut être un peu déçu de son placement, mais il s'est rassuré sur sa pointe de vitesse. Et voilà, donc une étape sans trop de soubresauts, on va dire. Et puis l'étape numéro 6, donc cette étape qui partait aussi de Pau, qui arrivait à Gavarnie-Gèdre. On en avait parlé, on s'était dit, Pogačar va sûrement attaquer et vu la configuration de la course par la suite, il va creuser les écarts pardon, jusqu'à l'arrivée. Et finalement, donc on a eu pas mal de batailles pour aller dans l'échappée, ça c'était cool. Donc dans la première échappée, je le disais, il y avait Mats Pedersen, Victor Kampenarts et Hub Hartz. Donc Pedersen bien évidemment pour aller chercher les points au sprint intermédiaire. Et Hub Hartz a été sanctionné d'un carton jaune, si je dis pas de bêtises, par la direction de course parce qu'a priori il avait mal positionné ses mains sur le cintre. C'était vraiment très léger, donc ça l'a un peu dégoûté. Il a dit: «Bon, bah, de toute façon, ça nous roule dessus derrière, je me prends des cartons et je vais être disqualifié si je reste à l'avant. Bah, je vais plutôt aller me recacher dans le peloton» et je le comprends parce que c'est vraiment frustrant. Sur les images, il y a pas grand-chose, mais bon. Bref et au final, il y a pas vraiment d'échappée qui est sortie. À un moment, il y a Ben O'Connor qui est parti en solo, mais ça a pas duré forcément très longtemps et on arrive, donc quand même effort de Lenny Martinez et de Valentin Paré-Peintre au sommet du col de l'Aspin pour aller chercher des points pour le maillot du classement du meilleur grimpeur, dont on parlera juste après. Donc petit effort de Lenny Martinez à ce moment-là. Et ensuite, le Tourmalet qui a été monté très très vite par les UAE. On s'y attendait, ils ont mis la fusée. Pogacar a attaqué. Enfin non, Del Toro a attaqué avec Pogacar. Ils sont partis à deux. Même Vingegaard n'a pas pu suivre Del Toro. Faut dire que Vingegaard à ce moment-là, il se met à son rythme. Et les 2 partent ensemble et puis à un moment Pogacar lâche Del Toro parce que Del Toro s'est mis un peu dans le rouge. Del Toro redescend à la hauteur de Vingegaard. Juste derrière, il y avait aussi Lipovic, donc il se met avec Lipovic et finalement ils seront rejoints par Paul Sexas dans cette ascension. Et pendant longtemps, on a donc Vingegaard qui plafonne à 10 secondes de Pogacar. On se dit: «Est-ce qu'il peut aller le chercher? Est-ce qu'il peut pas aller le chercher?» Mais je pense que Pogacar était malgré tout, beaucoup trop fort et finalement au sommet, il y a environ 30 secondes d'écart entre Pogacar et Vingegaard. Et on l'avait dit, hein, le plus fort qui basculera seul au sommet sur le Tourmalet, bon bah Pogacar, il va creuser des écarts dans la partie finale. Parce que derrière, les autres, ils seront crevés, ils auraient été moins bons dans la montagne, donc a priori, ils vont perdre du temps. Et après, s'il y a des groupes, souvent c'est assez désorganisé. Et là, c'est ce qu'on a vu, parce qu'on avait donc un groupe avec Sexas, Lipovic et Del Toro, qui a été rejoint juste après par un groupe dans lequel étaient Remco et Lipovic, Remco, pardon, donc qui est le coéquipier de Lipovic. On avait Ayuso et Skelmose, donc deux coéquipiers de la Lidl Trek. On avait Lenny Martinez. Bon, Lenny Martinez, ça aide pas trop à la cohésion des groupes en général, hein. C'est quand même un sacré roublard.
Et en plus de ça, on avait donc Sepp Kuss qui s'était accroché à ce groupe-ci, et ça n'a pas loupé, hein. Ils ont été incapables de collaborer dans la descente puis dans la montée finale. Et finalement, bah, les 30 secondes au sommet du Tourmalet se transforment en 2,38 pour Vingegaard à l'arrivée. Ça fait mal, mais voilà, on s'y attendait. C'est les écarts, le tarif, 2,38. Et puis le groupe derrière finit à 2,57. Donc pas loin de rejoindre Vingegaard. Ils auraient pu s'ils avaient collaboré. On a vu Remco qui était un peu tendu parce que ça collaborait pas. Et franchement, je le comprends. Pour une fois, j'ai pas envie de cracher sur Remco. Je le comprends. On avait deux Red Bull, on avait 2 Lidl Trek. Normalement, il y a de quoi coopérer, j'en sais rien. Certes, il y avait Isaac Del Toro qui roulait pas parce qu'il y avait Pogacar devant, mais c'est pas très grave. Il y avait Lenny Martinez qui ratonnait un peu, et puis il y avait Kuss qui roulait pas. Mais lui, c'est normal qu'il y avait une garde devant. Mais Sexas roulait, il avait aussi intérêt à rouler, et je pense que on aurait tellement pu revenir sur Vingegaard que c'est très bête de pas avoir su s'entendre. Et pour autant, franchement, je suis pas vraiment surpris. Et donc, on a ce groupe qui finit à 2,57. Et après, derrière, il y a Bernal qui finit à 4,47. Alors, je ne sais pas comment il a fait, il a dû être pas très loin d'eux pendant tout le long. Mais franchement, belle performance de Bernal, parce que face à tout ce groupe-là, il a perdu quasiment aucun temps. Dommage pour lui qu'il n'était pas avec eux à la bascule, hein, parce que sinon, il aurait pu s'économiser un effort très compliqué de tout seul. Et après, de loin, derrière, on est très très loin. Jordan Gegat, Harold Terrada, Ilan Van Wilder, Tom Pidcock, qui sont à 8 minutes. On a aussi, notamment dans ces gars à 8 minutes, Tobias Allan Johannessen, ça c'est la petite surprise. Moi je l'attendais dans le groupe avec Skelmose, ou alors même peut-être avec Bernal, mais voilà. Tobias Allan de Johannessen pas dans une très bonne journée. Et voilà quoi, les écarts en général sont déjà faits pour Pogacar. Pour les autres c'est serré parce qu'ils ont tous fini dans le même groupe. Même si Vingegaard a repris 20 secondes à tout le monde, c'est quasiment rien. Mais je pense que Vingegaard est trop fort en montagne pour que les autres aient la moindre chance d'aller le chercher. Et donc, bah, au soir de la 6e journée, Pogacar a 2 minutes 42 d'avance sur son dauphin qui est Jonas Vingegaard et 3 minutes 27 sur le troisième qui est son coéquipier Isaac Del Toro. Franchement, on peut dire que le Tour de France est plié. Je sais pas combien de Tours de France dans les années 2010 se sont joués à moins de 2 minutes 42 à l'arrivée. Là, on est à l'étape 6, il y a déjà ces 2 minutes 42. C'est quand même complètement fou. On sait que sur les dernières années, les écarts étaient toujours plus importants. Mais là, franchement, je sais pas quelle sera l'addition à la fin. Mais voilà, bah, Pogacar a déjà gagné le Tour. Il l'a remporté là au Tourmalet, enfin plutôt à Gavarnie-Gèdre, parce qu'au Tourmalet, il y avait que 30 secondes d'avance. Mais en réalité, franchement, moi, ce que je vous avais dit, c'était après l'étape de Barcelone, il a déjà gagné. Parce que la manière dont ils ont milé le peloton avec Isaac Del Toro à Barcelone, c'était vraiment l'attitude d'un coureur qui sait qu'il a déjà course gagnée, qui a même pas besoin d'essayer de gagner des secondes sur Vingegaard à l'étape numéro 2. Et bah voilà, bah là c'est la confirmation mathématique au niveau du temps, du chronomètre, que Pogacar a gagné le Tour de France. Alors oui, forcément, sur ces dernières années, on a eu des écarts immenses. On peut pas dire en avance que 2 minutes 42 c'est suffisant, mais il y a tellement un monde d'écart entre ces coureurs, entre ces équipes même, parce que la UAE est surpuissante, que à moins que Pogacar tombe à de multiples reprises, ou soit malade, il n'y a aucun monde dans lequel il est jamais repris. Et bon bah voilà, c'est déjà fini pour le classement général, pour la première place. Alors ça c'est intéressant parce que pour la deuxième, je vous donne mon sentiment, pour moi c'est quand même déjà plié. Je pense que Vingegaard a déjà une avance qui est pas si grande, hein. Je crois que c'est du genre de 44 secondes, 45 secondes même d'avance sur Isaac Del Toro. C'est pas rédhibitoire, mais je pense que l'écart en montagne il est quand même très important. Et puis après, par contre, de Del Toro jusqu'à Skelmose, c'est dans 1 minute 30. Ça se tient en 1 minute 30. Sachant que Skelmose et Lenny Martinez, qui sont un peu loin, je les compte pas trop. On sait toujours pas si Lenny va jouer le classement général. Skelmose, il sera peut-être plutôt équipé d'Ayuso. Donc entre Del Toro qui est troisième et Lipovic qui est septième, euh, il y a 33 secondes. Donc là, ça c'est cool. On va avoir une vraie bataille entre ces coureurs-là. C'est ceux qu'on attendait. Isaac Del Toro, Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Paul Sexas et Florian Lipovic. À noter donc, moi je le dis, le grand absent de ce classement général, c'est Tobias Allan Johannessen, qui est maintenant 13e à 9 minutes 40. Donc ça le met déjà à près de 5 minutes de la 9e place de Skelmose. Je pense qu'à leur niveau à eux, je veux dire Skelmose et Tobias Allan Johannessen, c'est un peu rédhibitoire. Pareil, on se demandait si Tom Pidcock allait faire le classement général. Et bah, il est 15e à 9,50. Donc même combat que Tobias Allan Johannessen. Ilan Van Wilder, c'est pareil, mais lui, on l'attendait pas. Et bah, comme prévu, il n'y a pas trop de coureurs pour le classement général du côté de la Ineos. Le mieux classé, il est 11e, c'est Bernal, à 9 minutes 12.
Donc même s'il était plutôt pas mauvais pardon, sur cette étape du Tourmalet, il y aura pas vraiment de coureur pour le classement général chez la Ineos. Et donc les écarts sont déjà, stratosphériques au bout de 6 étapes et je sais pas trop quelle était la volonté de l'organisation du Tour de France avec cette étape-là. Est-ce qu'ils se disaient: «Ça peut déjà être une belle explication en montagne» ou est-ce que cette montée à Gavarnie, c'était plutôt, dans un objectif de dire: «Ouais, mais Tourmalet un peu loin, on va préserver le suspense», pardon. Et ben, il n'y a plus de suspense pour le classement général, même si on s'y attendait très fortement, on va pas se mentir. Côté français, bah, Paul Sexas est là où on l'attend, franchement. En montagne, il est à peu près du niveau de Lipovitz, Del Toro, pour l'instant, de ce qu'on a vu. C'est là où on l'attend. Lipovitz, quand même, belle perf. Franchement, je l'attendais un peu plus loin, genre cinquième, sixième meilleur grimpeur. Je pense qu'il est dans le top 4 des meilleurs grimpeurs, donc ça, c'est quand même une belle perf pour lui. Et donc, Paul Sexas est à sa place. Pour l'instant, il est sixième au classement général. Heu, c'est pas rédhibitoire, hein. Il est qu'à 27-28 secondes, pardon, de d'Isaac Del Toro. Donc, c'est rien. Franchement, ça peut largement se reprendre plus tard. C'est du temps qu'il a perdu aussi sur le chrono par équipe. Et donc, là, c'est très serré pour le classement général pour l'instant. On peut pas trop en présager. Remco, je l'ai senti au début faible dans le Tourmalet, mais finalement, il a bien géré sa montée. Donc, je tirerai pas trop de conclusions sur Remco. Ayuso un peu en dessous des attentes, malgré tout, mais il était là. Skelmose surprenant dans le bon sens, ça c'est cool. Et je disais donc Lipovitz, vraiment impressionnant. Euh, Ça c'est aussi une bonne nouvelle pour la Red Bull Bora. Par contre, au niveau du classement général, c'est pas une bonne nouvelle pour les managers. Parce que pour l'instant, il n'y a que 30 secondes entre Remco et Lipovitz. Remco a donné plus de certitude sur les arrivées punchy et Lipovitz plus sur les arrivées en montagne. Donc on verra ce que ça va donner. Et puis Lenny Martinez, donc je le disais, qui est à la huitième place de ce classement général pour l'instant, à 4 minutes 20 de Pogacar, c'est-à-dire à moins d'une minute d'Isaac Del Toro. Et surtout, bah, il a 3 minutes d'avance sur Matthias Vacek, mais on s'en fout de Matthias Vacek. Donc en fait, il a 5 minutes d'avance sur Bernal, donc 5 minutes d'avance sur le top 10 au bout de 6 étapes. C'est franchement pas mal, surtout que derrière, ça dégringole un peu au niveau des écarts. Je pense que Lenny Martinez n'était pas vraiment venu pour jouer le classement général. Il y avait Tiberi pour ça, sauf que Tiberi a complètement explosé. Là maintenant, Lenny avait dit qu'il voulait viser le maillot à pois, les victoires d'étape. Le problème, c'est que pour l'instant, maintenant, il est trop bien classé au classement général pour le faire. Et à mon avis, il va bifurquer sur un classement général. Ce qui est pas forcément bon pour une victoire d'étape française, on va pas se mentir. Je crois qu'on en aura pas. Je commence à me dire, ça va être compliqué. Sexas, je le vois pas gagner. Martinez, il est plus vraiment dans une position pour gagner. Romain Grégoire est un peu en dessous du niveau auquel on pouvait l'attendre. Pareil pareil bien évidemment pour, j'ai oublié son nom, pardon, je vais retrouver. Je suis en train de divaguer, je m'excuse. Alex Baudin est pas mal, mais ouais, voilà, c'était Kevin Vauquelin. Kevin Vauquelin est vraiment en dessous des attentes. Bon, lui, au moins, il est très loin en classement général, donc il aura peut-être sa chance. Mais je suis en train de me dire que la meilleure chance pour gagner une victoire d'étape, c'est peut-être Alex Baudin. On a vu Valentin Paré-Peintre qui, lui, joue vraiment le classement du meilleur grimpeur. Ça peut être aussi un bon truc pour lui. Donc voilà pour les Français. Je voulais te dire un mot quand même sur le classement général avant de passer au classement annexe. Donc là, je pense qu'il y a une claire hiérarchie. Pogacar premier, Vingegaard deuxième. Après, tout le reste, c'est quand même assez proche en montagne. Et il faut pas oublier qu'on est qu'à l'étape 6. Et la haute montagne, ça va arriver tard en fait. C'est l'étape du Markstein, l'étape du plateau de Solaison. Tout ça, c'est dans 10 jours. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer d'ici là. Ensuite, l'Alpe d'Huez, c'est dans plus de 2 semaines. On va rester tranquille. Je pense que Pogacar et Vingegaard, c'est des coureurs qui vont être au top tout du long. Surtout Pogacar, Vingegaard, il va peut-être un moment se ressentir un petit peu de ses efforts sur le Giro. Par contre, les autres qui sont une classe en dessous, les Del Toro, Evenepoel, Ayuso, Sexas, Lipovitz, Martinez, Kelmose, eux, il y a peut-être moyen que leur état de forme, il soit pas constant pendant tout le Tour de France. Et donc je pense que les conclusions de cette étape 6 sont pas forcément les conclusions définitives de ce Tour de France. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour le suspense, c'est-à-dire qu'on va s'amuser pour le Tour de France pour la troisième place, a priori. En tout cas, du côté de notre télé, ça sera sympa à suivre, surtout qu'a priori, il y a Paul Sexas qui est dans la bagarre. Donc ça sera cool. Moi, pour l'instant, Paul Sexas, il m'a pas fait trop vibrer. J'ai un peu de mal, c'est vrai que c'est un coureur très lisse et cetera. Même s'il est très jeune et attachant, mais on verra ce que ça donne dans les étapes suivantes. Mais en tout cas, c'est déjà une super perf de sa part. Certes, il a montré des choses sur la Flèche wallonne, sur, Liège-Bastogne-Liège,
même sur l'Estrade Bianchi où on l'attendait peut-être un peu plus haut là que dans la bagarre avec, Evenepoel, Ayuso, Lipovic, Martinez, Kienmose. On va attendre un peu de voir ce qui se passe. On sait aussi qu'il a eu un pré-Tour de France assez compliqué avec cette chute sur le Dauphiné. Voilà, donc pour le classement général, je veux parler rapidement du classement par points, le classement du maillot vert. Mats Pedersen très largement devant, 168 points. Donc ça lui fait 75 points d'avance sur Max Canter. Max Canter qui est deuxième. 77 points d'avance sur Binyam Girmay, qui est, je pense, un des gros comment dire, favoris pour un des gros challengers pour Mats Pedersen pour ce maillot vert. Philipsen est à 86 aussi. Coy à 70, mais je pense que Coy, il va pas pouvoir jouer le maillot vert. Donc je pense que ça va maintenant déjà, c'est réduit un match à 3. Pedersen, Girmay, Philipsen. Je suis désolé d'oublier Canter, mais il n'ira pas jouer les sprints intermédiaires aussi bien euh, que Girmay et Philipsen, surtout sur les étapes un peu vallonnées. Et je pense qu'il a bénéficié de circonstances très positives pour lui sur l'étape de Pau. Ce ne sera pas toujours le cas sur tous les sprints. Donc Pedersen ne va pas très bien sur un sprint plat. On a vu là, il était septième sur l'étape de Pau. Donc ça va être super sympa à suivre. Je pense un petit match à 3 là entre Girmay, Philipsen et Pedersen. On a vu que Merlier ne jouait pas le classement du meilleur sprinter, et tant mieux pour lui parce que je pense qu'il en a pas forcément les capacités. Il préfère se concentrer sur les victoires d'étape et il a totalement raison. Donc voilà, ça sera sympa à suivre maillot vert. Maillot à poids, bah pour l'instant le premier c'est Pogacar bien évidemment, il est passé en tête du Tourmalet et de Gavarni, donc 28 points. Vingegaard juste derrière à 19. On a vu des coureurs se positionner là pour ce classement du meilleur grimpeur. Lenny Martinez sur cette étape-ci, donc il est à 16 points, ce qui est pas trop mal. On a vu aussi Valentin Paris-Veintre essayer de choper des points, il est à 10. Et puis il y a Alex Baudin sur les premières journées. Alors, le grand favori pour ce maillot du meilleur grimpeur, initialement, c'était Richard Carapace. Alors, bonne nouvelle pour Carapace, il est largué au classement général, donc il aura de la liberté. Pour l'instant, il s'est pas encore manifesté pour ce classement-là, il a pris aucun point. Donc on verra comment ça va évoluer. Quelle sera la stratégie de l'AIF? Est-ce qu'on va plutôt mettre Alex Baudin, qui est quand même bon, qui est en forme, sur ce classement-là? Après, Alex Baudin, c'est pas un vrai pur grimpeur, donc c'est peut-être un peu dangereux. On verra comment ça va se positionner. Valentin Paré-Peintre, il aura toute la liberté qu'il voudra, donc ça c'est cool pour lui. Il y a vraiment moyen qu'il aille viser ce maillot. Par contre, Lenny Martinez, je le disais, avec son nouveau positionnement au classement général, pour l'instant, ça compromet ses chances au classement de meilleur grimpeur. On verra comment ça va se passer. Et puis au classement du meilleur jeune, bah, c'est serré, parce qu'on a Del Toro, Ayuso, Sexas et Martinez qui sont dans moins d'une minute. Je pense qu'on peut quand même exclure Lenny Martinez de cette course-là. Mais donc on aura un beau match entre Isaac Del Toro, Juan Ayuso et Paul Sexas. Voilà. On a beaucoup parlé des étapes précédentes, on parlera plus vite des étapes à venir parce que vous allez voir, c'est pas folichon hein, pour aller jusqu'au week-end du 14 juillet. Ça saoule un peu parce que le samedi dimanche, c'est pas si terrible les étapes, quoique dimanche, elle est pas mal. Lundi, c'est férié. Enfin, c'est pas férié, c'est le pont, pardon, mais c'est férié pour les coureurs. Donc peut-être que vous travaillez pas, peut-être que vous travaillez, mais il n'y a pas d'étape. Et il y aura l'étape du 14 juillet dont on parlera dans l'épisode prochain, qui se tiendra le mardi, donc l'étape du Luran, qui sera elle, très sympa à suivre. Je reprends le fil, l'étape de vendredi, donc c'est l'étape de sprint qui va aller jusqu'à Bordeaux. Étape horrible, 175 km, une seule difficulté, un quatrième catégorie de 1,4 km à 4% de moyenne. Voilà, c'est rien. Il y aura un gros sprint, tout le monde va passer, même à... Non, pas Arvid de Klein parce qu'il a abandonné. Ça va être un sprint massif, mais par contre, il va faire une chaleur caniculaire sur cette étape et aussi sur celle du lendemain. Malheureusement, c'est le cas. Là, on a une grosse canicule en France, surtout sur la côte ouest. Et donc, je crois qu'il fait 40 degrés à Bordeaux demain. Donc, bon courage aux coureurs. On verra s'il y a une échappée qui sort, mais là, c'est pas très engageant. Donc, ça va être peut-être une procession dans la chaleur. On verra comment ça va se passer. Bah, en termes de favoris, bah, c'est ceux qu'on a déjà vus sur les premiers sprints. Et moi, je mets quand même Tim Merlier encore une fois favori. On a vu qu'Olaf Koy allait vite, on a vu que Philipsen allait vite. On verra s'ils ont tous leur train, comment ça va se positionner. Attention donc quand même à Max Canter, qui a fait un beau sprint sur l'étape qui arrive à Pau. Ensuite, les autres se sont pas trop positionnés, mais il y a eu cette chute qui était un peu compliquée, donc on verra quels sont les états de forme de chacun. Est-ce que Hub Hartz va encore aller taper un top 5 maintenant qu'il n'y a plus Arnaud Delis? J'en suis pas certain, mais ça sera à suivre. Et donc, étape de sprint, franchement, pas grand-chose de très enthousiasmant. L'étape qui arrivera à Bergerac le lendemain et qui partira de Périgueux sera légèrement plus vallonnée, mais ça va être aussi un gros sprint. Là, il y aura deux petits cols de quatrième catégorie, peut-être des échappées, mais encore une fois, il va faire 40 degrés à Bergerac à l'arrivée, parce qu'on est toujours dans cette région où il n'y a pas trop d'altitude et en plus, on est en pleine canicule actuellement.
Donc même scénario que la veille et ça sera compliqué pour les coureurs. Ça sera compliqué pour les téléspectateurs aussi. En revanche, l'étape du lendemain, celle qui arrive à Ussel, celle de dimanche, ne la ratez pas. Ça sera la deuxième étape la plus intéressante de la semaine, après celle qui arrivait à Foix. Bon, je suis un peu caricatural hein, quand on dit ça alors qu'il y avait l'étape du Tourmalet, c'est forcément un peu de la caricature. Mais ça sera très cool l'étape d'Ussel. 185 km, 3200 mètres de dénivelé positif. C'est vallonné, mais c'est pas trop. Ce qui veut dire qu'on sait pas qui va gagner, et ça c'est cool. Heu, Est-ce que c'est les étapes de sprinters qui peuvent les équipes de sprinters qui peuvent aller chercher la victoire? C'est possible, mais en fait, ça monte et ça descend tout du long de l'étape. Pas forcément beaucoup, mais c'est jamais plat. Sauf peut-être les tout derniers kilomètres, mais dès le début, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a un sprint intermédiaire en boss qui sera intéressant pour voir, qui va essayer d'aller le jouer, et ensuite, on a quelques points quand même pour le maillot du grimpeur. Un troisième catégorie, un deuxième catégorie, un troisième catégorie, un quatrième catégorie. C'est pas forcément dans ces ascensions-là que la différence se fera pour aller chercher l'étape. Mais en tout cas, c'est un peu étape toboggan et j'espère qu'elle sera très intéressante à suivre. Le dernier kilomètre, en plus, c'est en faux plat montant. Donc, s'il y a un petit groupe qui se joue la victoire, ça sera un sprint comme ça. Et donc, la course sera vraiment très ouverte. Elle n'est ni pour les favoris, cette étape-là. Pogacar n'ira pas gagner, la UAE non plus. Elle n'est pas pour les sprinters, c'est trop dur pour les sprinters. Donc, c'est vraiment une étape pour échapper de gros baroudeurs. Et dans ces gros baroudeurs, il y aura forcément du Mats Pedersen, hein, on va pas se mentir. Il y aura quand même quelques sprinters qui vont se glisser là-dedans. On verra si Girmay est capable de le faire. On verra si Philipsen, même si j'y crois pas trop, est capable de le faire. Il y a des points pour aller chercher au classement de la montagne. Il y a un sprint intermédiaire, donc il y a beaucoup d'enjeux. Je pense qu'il y aura peut-être pas d'échappée avant le sprint intermédiaire, puisqu'il intervient au bout de 45 km. Et peut-être que jusque-là, les équipes de sprinters vont un peu neutraliser la course. Et ensuite, ça va sortir dans le sprint, et juste après le sprint, je pense. Et on verra qui pourra aller à l'avant. L'avantage, c'est que bah, tout le monde est super loin en classement général, donc tout le monde peut aller dans l'échappée, quasiment. On verra comment ça va se dérouler. Pogacar ne perdra plus jamais le maillot jaune, hein, malheureusement, sur ce Tour de France. Et toutes ces petites cotes là qui sont pas forcément répertoriées, ça donne la possibilité de faire la différence, mais ça sera très compliqué. Et donc je pense que tactiquement, ça va être très sympa à suivre. Moi, je m'attends peut-être à encore une masterclass de la Lidl Trek, parce qu'ils sont trop forts. J'aimerais bien que cette étape revienne à un vrai Marlou, un gars qu'on n'attend pas, mais j'ai peur que la Lidl Trek soit vraiment très fort. Et est-ce que cette fois-ci, ils vont jouer l'échappée ou contrôler le peloton? Vu ce qu'ils ont fait à Foix, je me dis que cette fois-ci, ils vont peut-être plutôt aussi, encore une fois, aller dans l'échappée. Surtout qu'on rappelle, ils sont 8 chez Lidl Trek. Il y a deux coureurs qui vont pas rouler. C'est Juan Ayuso et Mathias Kelmose. Donc on se retrouve plus qu'à 6. Il faut préserver Pedersen. Donc ça fait vite des coureurs en moins. Donc je pense qu'on va plutôt se mettre dans l'échappée. Et pour aller dans l'échappée, bon bah, Mats Pedersen, Matthias Vacek, Quinn Simmons, Tom Skuns. C'est que des coureurs exceptionnels. Donc bah, faudra faire très très attention à eux. Du côté de l'Alpecin de Koninck, on verra si on envoie Philipsen, mais je pense que c'est trop dur pour lui, donc peut-être plutôt une étape pour Mathieu Van Der Poel, parce que maintenant que Van Der Poel n'a pas saisi sa chance à Barcelone, il y a peut-être l'étape de Paris, mais sinon il n'y a pas tant d'étapes qui conviennent à Mathieu, donc je me demande ce qu'il fait sur ce Tour de France. Je pense pas qu'il soit venu que pour faire poisson pilante pour Philipsen, donc je le mets peut-être en favori pour cette échappée sur l'étape là. Ramsès De Bruyne, bien évidemment, du côté de l'Alpecin de Koninck, c'est un profil qui lui convient très bien, il est fort. On verra ce qu'il est capable de faire. Je me dis que du côté de la Red Bull Bora, on va peut-être envoyer des gars à l'avant malgré tout, même si on a 2 gros leaders au classement général. On l'a déjà fait avec Tratnik sur les étapes précédentes, on peut remettre Dens aussi dans l'échappée. Pourquoi pas Tim Van Dijk? Il y a plusieurs cartes à jouer du côté donc de la Red Bull Bora. Côté IF, bah ouais, on attend forcément les IF. J'ai l'impression que Ben Ily est sur une forme un peu ascendante. Je sais pas s'il sera suffisamment fort pour gagner cette étape-ci, alors qu'Alex Baudin lui pète le feu, donc peut-être plutôt Baudin dans l'échappée. Pourquoi pas un Michael Valgren aussi ou un Casper Asgreen avec les deux Danois là. Il y a moyen d'avoir un beau petit groupe. Je pense que la Ineos va truster aussi cette échappée parce que maintenant qu'ils ont plus rien à jouer, ils ont pas de sprinter par Dorian Godon et ils ont pas de mec pour le classement général à part Bernal qui est 11e. On va aller dans les échappées. Pourquoi pas un Vauquelin, encore une fois. Même si là, je pense que c'est peut-être plutôt une étape pour un Dorian Godon ou un Filippo Ganna. On verra comment ça va se passer. Pourquoi pas un Tobias Foss en vrai. Ça sera trop dur pour Merlier, donc je pense qu'on va envoyer un homme dans l'échappée pour la Soudal Quick Step. Cet homme, ça doit être Steven, hein, très clairement. C'est, je pense, le coureur qui a le meilleur profil. Du côté de la Jayco, on a aussi pas mal de bons coureurs qui peuvent briller. On a déjà vu Mathieu sur l'étape de Foix, il peut revenir ici. Attention, il a chuté quand même sur l'étape du sprint à Pau, donc pas sûr qu'il soit en très bonne forme. Luc Plap, sinon, et Mauro Schmidt peuvent aussi faire l'affaire.
Du côté de la Uno X, on n'a plus le maillot jaune puisque Thorsten Klein l'a perdu et je vois bien, aller dans les échappées. Pourquoi pas Magnus Cort, même si on l'a pas encore trop vu depuis le début de ce Tour de France, le nouveau champion du Danemark et pourquoi pas, Jonas Abrahamsen. Même si on n'a pas encore vu sa forme pour l'instant, c'est une étape qui lui conviendrait parfaitement sur le papier. Côté NSN, Marco Frigo bien évidemment. Côté Movistar, c'est ceux qu'on a déjà vus, hein, globalement. Pablo Castrillo, Garcia Pirna et puis Javier Romo. Du côté de la Loto Intermarché, pardon, non, Intermarché Loto, puisqu'on est en France et qu'il y a des Intermarchés, c'est l'équipe Intermarché Loto. On a déjà vu Georg Zimmermann dans les échappées, on a bien évidemment déjà vu Baptiste Weistrofer, j'espère qu'il y sera sur celle-là. Elle peut lui convenir aussi. Et moi, je trouve que Lennart Van Etvelt est très fort depuis ce Tour de France, le début du Tour de France. C'est peut-être pas l'étape qui lui convient le mieux, mais je serais pas trop étonné pardon, qu'il soit dans l'échappée. Côté Cofidis, on peut mettre Alexa Aramburu, Yann Izagirre. Moi, j'espère peut-être un Benjamin Thomas quand même dans cette échappée-là. À voir. Pinarello Q36.5 avec Quinton Hermans et Fred Wright. Ça, c'est quasiment certain. Pourquoi pas même maintenant un Tom Peacock dans les échappées? Bon, là, il est pas encore assez loin au classement général pour y aller, je pense. On le laissera pas sortir, mais à l'avenir, pourquoi pas. La Groupama FDJ doit réenvoyer des gens à l'avant. Et je sais pas dans quelle forme sera Grégoire, mais c'est une étape qui peut aussi lui convenir. Sinon, je pense à du Quentin Paché ou du Clément Russo. Pour les équipes françaises, il y a aussi la Total Energy. Franchement, Delbov fait un beau Tour de France, Verché aussi. De l'être, c'est des gars qu'on a déjà vus dans les échappées. Je m'attends à les revoir. C'est peut-être le profil pour aller la chercher là. C'est maintenant ou jamais peut-être. Même si je pense que la Lidl Trek va cadenasser tout ça, c'est sur ce genre d'étape que ces équipes-là ont enfin une chance de remporter une victoire d'étape. Sinon, pourquoi pas Anthony Turgis, même si on l'a pas trop vu pour l'instant. Et puis, je vois bien Frank Vandenbroek pour la Picnic Post-NL et Matteo Trentin pour la Tudor. Et ma demande sur cette étape-ci, c'est pitié, la Décathlon CMA CGM, envoyez un mec à l'avant. Vous l'avez déjà fait avec Nicolas Prodhomme sur l'étape qui arrivait aux angles. Vous l'avez pas fait sur l'étape qui arrivait à Foix, c'était très dommage. Là, franchement, Paul Sexas, il a pas besoin de 7 mecs autour de lui sur cette étape-ci. Mettez un Décathlon dans l'échappée, qui vous voulez. Aurélien Paré-Peintre, pas Mathieu Riquitello parce qu'il est un peu rincé, on va pas se mentir. Tige Benoît, mettez Tige Benoît s'il vous plaît dans cette échappée-là. Il va la chercher cette victoire d'étape s'il y a Tige Benoît à l'avant. Pourquoi pas Dan Houleux, et peut-être que Prud'homme c'est un peu trop plat pour lui. Mais voilà donc pour cette étape d'Ussel qui sera très intéressante à suivre, peut-être la plus intéressante de la semaine, on verra si c'est mieux que Foix. Et je pense que ça surpassera toutes les autres étapes, même celle de montagne. Après, je suis un peu aigri, je pense, sur les étapes de montagne en ce moment. Je m'en excuse, mais voilà, c'était ma petite conclusion. On se retrouve après ces 3 étapes-là pour un débrief et pour la preview du début de la semaine prochaine. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain. Salut!